c'est moins une question, mais c'est plutôt pour expliquer peut-être qu'est-ce qui s'est fait entre l'école Mathieu Martin et puis l'école Légière et l'Assomption de Rogersville et le projet de Gregory ici. Gregory nous a approchés avec des données brutes qui portaient sur l'enrôlement des Acadiens. Partout dans la province, mais je me rappelle pas s'il y avait aussi des données néo-écossaises du Prince-Édouard. Et il nous demandait de partir de ces données brutes-là et de les analyser, un peu comme bon nous semblait. Et puis en salle de classe... Dans mon contexte, c'était l'histoire de l'Acadie, le cours que j'enseignais, c'était à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données ici. L'âge des soldats, le nom, les origines, on pouvait même voir la profession de leurs parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, vraiment de contexte social. Et puis on est parti de là, puis chaque petit groupe qu'on avait ciblé avait abordé les sujets différemment, puis ils ont dit, est-ce qu'on peut aller voir quel jour de la semaine qui se sont enrôlés? Oui, d'accord, on a pris une centaine de noms au hasard comme ça, puis on a essayé de déterminer quel jour de la semaine que les gens s'enrôlaient le plus souvent. OK. Puis les jeunes sont intéressés à ça. Et puis ils ont dit, OK, de quelle région venaient plus souvent, où est-ce que les soldats acadiens ils s'enrôlaient le plus souvent? OK, à Moncton. Bon, d'accord. De quelle région venaient-ils, là? Memramcook. Bon, c'est des choses comme ça. Puis là ils ont vraiment pu discuter, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que des gens de Memramcook voudraient plus que d'autres gens, peut-être dans la région, s'enrôler? Et donc, ça fait vraiment pour des discussions très intéressantes de ce côté-là. Et là, ensuite, on a présenté à l'école et dans le cadre du projet. Mais en tout cas, je voulais juste te remercier, Gregory, pour le très beau projet. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'avoir cette interaction avec trois enseignantes d'histoire et avec le district scolaire francophone sud, parce que finalement, c'était Claudette Lavigne qui a donné comme le temps, les ressources pour réserver ce temps au projet. Donc, lorsque Daniel t'a parlé de, justement, il y a des limites sur les ressources et donc les choix impliqués avec ça. Mais pour moi, parce qu'on entend souvent des choses dans les médias que, les enseignants, c'est difficile, c'est trop occupé, mais de voir la volonté des enseignants d'être créatifs et de travailler avec, et de développer de nouvelles ressources, c'était très motivant. Et en effet, c'était la racine d'un nouveau projet avec Jean Mance qui... Désolé. Et maintenant, heureusement, a financé pour une expo musée, puis une subvention connexion avec le CRSH pour développer des expos classiques, comme vous voulez, une expo physique ici au musée, mais également d'organiser des activités dans des communautés. Donc, justement, je vais à Chéticamp et Pubnico et Bathurst pour donner pas une conférence nécessairement traditionnelle, mais de partager des recherches et d'inviter les gens de la communauté d'apporter avec eux leurs objets, leurs lettres, leurs photos, leurs histoires et de créer comme l'atmosphère pour partager entre eux et avec les experts du réseau de musées et avec moi, bien sûr, ces choses-là. Parce que ça s'inscrit dans la notion de l'apprentissage actif. Ce concept est avec nous depuis bien longtemps. Et maintenant, ça commence à impliquer d'autres dimensions d'apprentissage dans la population en général, dans la salle de classe, aux écoles. Je suis très content. Je crois que, oui, les réseaux sont limités, surtout le temps, avant tout le temps, mais lorsqu'il y a ces narratifs dominants, lorsqu'il y a ce contexte milieu minoritaire, il faut justement faire le lien parce que sinon, on passe sous silence des choses qui étaient importantes à l'époque, mais qui sont plus ou moins oubliées. Jean-Marc, j'avais une question pour toi parce que justement, j'ai vu pas mal de choses avec la Société historique du Grand Digue, la Société historique Nicolas Denis. Il y a des petits articles, des petites biographies, par exemple, des photos, justement. J'ai l'impression qu'il y a même ce constat chez les musées et les sociétés historiques dans la communauté que
Mais c'est pas juste un livre ou ça doit pas être juste un article de référence. Il faut trouver des mécanismes pour faire vivre ces choses. Donc, je sais pas si pour toi, c'est pour nous comme historiens de métier, parfois, ben, je fais mon livre. Bon, c'est bien. Peut-être les gens vont le lire. Mais comment rendre ça plus dynamique, actif? Est-ce que pour vous autres, dans le réseau des musées, est-ce que c'est cette pression ou cette notion que ben, on a une expo physique où on va lire des textes, par exemple, ou voir des objets, mais comment pouvons-nous rendre ça encore plus dynamique ou actif? C'est sûr que nous, on va souvent partir de l'objet. Donc, si l'objet peut amener le jeune ou un adulte à parler, ça va nous aider, nous, à l'interpréter puis à le vulgariser encore plus. Prends par exemple, les questions qui vont venir d'un jeune vont souvent nous amener vers d'autres pistes. Si on examine un objet comme un fusil, mon intérêt dans un fusil est moindre. Mais un jeune garçon ou une jeune fille qui s'intéresse au fusil peut me poser une question qui va m'aider à regarder comment on l'utilisait. Puis ensuite, moi, je vais retourner aux sources. Je vais essayer de maximiser le questionnement pour amener un peu plus d'informations sur l'objet. N'oubliez pas aussi que la plupart des musées, on a des fiches, des documents qui accompagnent chaque objet. Souvent, c'est une petite découpure, c'est une histoire de famille, c'est une information. Et toutes ces informations-là ne sont pas encore numérisées dans presque aucun musée. Donc, à un moment donné, il va y avoir des recherches incroyables. Puis, on est conscient qu'on dort sur des archives, qu'on dort sur des informations. Mais on a un peu pris, nous aussi, avec le temps, évidemment. Ouais. Donc, il y a ces éléments-là. Fait que moi, souvent, je me laisse surprendre par les questions que je reçois du visiteur ou du jeune qui est devant moi. Et son questionnement est tellement sincère qu'en tant que chercheur, on continue. C'est ça qui, je pense, qui fait que ça va rester vivant puis que on peut mieux documenter éventuellement. D'accord. Est-ce qu'on peut ouvrir la parole peut-être? Oui. Spectateur, avez-vous des questions à poser à notre appareil? Est-ce que je peux demander à Greg la chanson composée par un peintre sur le thème de la Marseillaise, c'était quelle chanson que c'était? Et c'était juste une... est-ce qu'il faut... C'est quel est le... Bon. Non. Ouais. OK. C'était une intro de bataille, justement. Donc, on a le texte au complet au Centre d'études acadienne en Saint-Michel. Et oui, c'est fascinant de voir cette idée de prendre la Marseillaise, bien sûr, très reconnue, pour inspirer le nationalisme acadien. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, je vais vous laisser le temps de réfléchir. J'en ai une peut-être qui s'adresse plus spécifiquement à Daniel. Dans le cadre de discussion, on a pris connaissance du fait qu'évidemment, il y a des limites à la production scientifique, qui fait que ce que vous enseignez dans les classes est limité par l'état d'avancement des travaux. Ouais. Je me demandais, au secondaire, quelle est la place que vous donnez à l'esprit critique chez l'étudiant? Comment est-ce que vous amenez l'étudiant à réaliser eux-mêmes que ce qu'ils apprennent reflète en fait ce que l'on sait jusqu'à présent sur les différentes questions, notamment ce que soulevait Greg. On résume souvent l'implication acadienne. Ah tiens, il y a une opposition à la conscription. Alors du coup, il n'y a pas de participation, alors que là, à l'évidence de ce que Greg fait, c'est simplifier de beaucoup les choses. Alors comment est-ce que vous amenez les étudiants à critiquer ces aspects-là? C'est une bonne question. Je pense qu'on le fait de plus en plus. Puis je vais expliquer comment. Dans les programmes, on sait que les jeunes ils s'accrochent aux témoignages et aux documents de sources primaires. Et tous les programmes, on nous oriente vers certains documents. Puis chaque thème est soit commencer avec un document, une mise en situation, c'est un témoignage de guerre par exemple, ou on peut parler de l'ordre de la déportation, peu importe. Et c'est des sources
premières, où est-ce que, et on part de là, puis là, on questionne. Puis je pense que le gros rôle, je pense que vous savez tous, de l'enseignant, c'est de questionner, puis savoir poser les bonnes questions au bon moment. Et d'orienter la discussion pour apporter les jeunes à justement à réaliser que les interprétations des documents, c'est ce que c'est. On interprète et on se donne nos propres couleurs et on la voit comme selon le contexte dans lequel on vit. Et les enseignants, ben, ils sont bons à ça. Ça, c'est un peu notre spécialité en sciences humaines, c'est de questionner et de faire réaliser les jeunes que ce document-là, qui leur paraît insensé en 2016, ben, il y avait de la valeur en 1932 ou en 1755. Ça fait que, pour nous, les documents de source première, les lettres, les ordres, les dessins, c'est vraiment important. Mais c'est d'avoir le réflexe d'y revenir. C'est facile de revenir à l'habitude qui est d'enseigner l'histoire. Parce qu'on aime de parler, puis on aime de raconter des histoires, puis de rendre les choses ce qu'on pense intéressant. Mais c'est de toujours dire, attention, on revient, on regarde les documents, on pose des questions, puis on laisse les jeunes faire leur propre interprétation de ce qu'ils sont en train de voir. Et je pense que les enseignants sont particulièrement bons à faire ça. C'est là-dedans, c'est dans cette orientation-là, je pense qu'on s'en va. Puis j'ose penser que les historiens seraient d'accord à dire que... Ben oui. Et les sources primaires sont excellentes pour aborder cette notion d'esprit critique, justement. D'où viennent ces sources? L'exemple des lettres soldats, c'est formidable parce que les gens peuvent comprendre. Ce soldat a écrit quelque chose à sa mère. Est-ce que tu dis à ta mère? Je vais à la messe, c'est beau, je viens manger. Bon. Donc, déjà, il y a un point de départ où les gens, les adolescents, surtout, vont comprendre. OK, tout n'est pas dit dans cette lettre. Et donc, c'est ça. Et puis, il y a toutes les questions de censure littéraire et tout ça. Oui, justement, avec une source première, on peut faire comme une lecture rapide, puis un retour. Et j'aime beaucoup comment tu as mis l'accent là-dessus, que c'est ça, il faut des retours aussi, parfois, mais on doit couvrir ça, X, Y et Z, et on ne laisse pas le temps pour réengager ou revenir sur certaines questions. Les gens doivent digérer ce qu'ils voient en classe, y revenir 2-3 jours plus tard, les laisser y penser. Puis partir d'actualité aussi. Hein. Ça, c'est vraiment la manière d'aller chercher l'intérêt des jeunes. C'est que tu pars d'une situation actuelle, ils entendent des choses sur les journaux, sur les médias sociaux. Puis on dit, OK, est-ce que cette situation est unique? Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de crise pétrolière? Je ne sais pas. Ah, ben peut-être pas. Ben allons voir. Et puis ensuite, c'est de partir de là. Ça fonctionne bien. Les jeunes, d'habitude, ils accrochent. Moi, je peux juste une petite question, je sais que ça n'a pas été discuté. Est-ce que vous allez chercher des fois des gens de la Légion canadienne? Ça se fait. Je veux dire, quand est-ce que ça se fait? Ça se fait surtout autour du souvenir, le 11 novembre. C'est vrai que souvent la demande est haute. Je réalisais aussi quand Jean-Levance parlait, c'est qu'on veut quelqu'un qui a vécu les faits, quelqu'un d'assez jeune pour être encore très dynamique, d'accrocher les jeunes, qui va se présenter devant une foule de 400 étudiants et qui va garder leur attention pendant 1 heure. Pouvez-vous m'en trouver un comme dans 20 minutes ou pour demain? C'est vrai que je réalise que souvent, ce qu'on exige, qu'on aimerait voir, c'est pas toujours possible. Et c'est ça. Puis nos liens avec la Légion, elle pourrait être plus solide, c'est sûr. Je pense qu'elle devrait être renforcée de ce côté-là. Il y a des ressources exceptionnelles dans la Légion. J'étais à Richbourg récemment pour des jours de souvenirs et dans la Légion là, ils ont pas juste les médailles, des objets, mais aussi des textes, des biographies sur les différents soldats. Et souvent, il y a des descendants, des membres de la famille qui peuvent raconter encore plus. C'est sûr que ça peut être un ressource exceptionnel d'exploration. Et moi, je suis, dans le cadre de notre nouveau projet,
Charmant, c'est moi, je suis tellement fasciné par combien d'objets intéressants sont toujours gardés par les familles. Même souvent, ils sont inconscients de l'importance, de la pertinence de ces objets, mais parfois ils sont très fiers, ça dépend. Mais c'est incroyable. Si je peux ajouter aussi, je pense que aussi notre perception de ce qui est un ancien combattant, disons, a vraiment changé. Dans les derniers 10 ans, on parle vraiment de la participation canadienne en Afghanistan. Quand on parle du 11 novembre, on parle surtout de ces gens-là, des anciens combattants qui ont vécu des expériences, et c'est des gens qui sont encore soit dans le contexte ou qui vivent encore vraiment... ils sont capables de vraiment bien relater comment ils ont vécu les choses. Ça fait que vraiment notre perception de ce qu'est un ancien combattant aussi a changé, puis je pense que ça permet aussi d'accrocher les jeunes, pas dans le sens qu'ils n'étaient pas accrochés avant, mais ils voient ça différemment que ce qu'on voyait. Je peux poser une autre question? J'ai écouté, si j'ai bien compris, je remarque qu'à l'université, comme tu l'as souligné, Greg, il semble y avoir un certain désintérêt à l'égard des études liées à la guerre pour le cas des académiques, etc. Alors que, comme Jeanne-Mance l'a mentionné, lors des journées du patrimoine, chez les élèves, la Première et la Seconde Guerre mondiale est un point de référence qui a une certaine prédominance dans les présentations. Je me demandais, pour faire le lien avec le thème histoire, mémoire, identité, référence, comment est-ce que vous expliquez cette transition-là dans les intérêts? Comment est-ce qu'on passe d'un sujet si captivant chez les jeunes qui éventuellement perd en intérêt lorsqu'on passe dans l'enceinte universitaire? Une question à laquelle tout le monde... J'ai une piste de réponse, mais si tu peux commencer. Je sais pas. Mais c'est sûr, dépendant quelle université tu étudies, la déportation va jouer un grand rôle. Donc, c'est déjà une guerre. Puis ensuite, j'ai l'impression que c'est plus les intérêts des professeurs que de ne pas avoir un intérêt au milieu universitaire. Je sais qu'il y a des étudiants universitaires dans la salle qui ont un grand intérêt pour les guerres présentement qui sont ici devant nous. Donc, c'est un intérêt. Mais il y a aussi beaucoup de ressources pour les guerres. Donc, si tu es moindrement intéressé, tu peux aller beaucoup lire sur Internet, tu peux lire des biographies, Donc, il y a beaucoup de sources qui sont présentes que quelqu'un qui est intéressé par le sujet peut aller par lui-même. Puis évidemment, moi, mes expériences, c'est plus par rapport à la déportation. Donc, c'est sûr que les gens qui visitent le musée veulent connaître l'histoire de l'Acadie, mais souvent, ils vont dire qu'ils comprennent maintenant le conflit. Puis ça, c'est toujours quelque chose qui nous a intrigués ici au Musée acadien. Quand on regarde une exposition permanente où on parle de la déportation des Acadiens, où on n'a qu'un texte et un tableau principal, et que les gens sortent de l'expo et disent « J'ai finalement compris la déportation ». Donc, cette image-là, ce document-là, fait qu'ils peuvent bien comprendre. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, mais je dévie un peu de la question. Moi, je crois que le désintérêt s'explique, mais d'abord parce que la culture de l'histoire est politique. La bataille acadienne n'était pas à Vimy, n'était pas sur le front, c'était dispersé dans le corps forestier majoritairement. Donc, il n'y a aucune gloire militaire pour les Acadiens. Et donc, les élites politiques, ils ont fait une tentative, mais c'était un échec dans leurs esprits. Et donc, ils ne voyaient pas l'objectif ou la pertinence de réaborder ces questions dans un contexte où il n'y a pas de reconnaissance par la société majoritaire, pas de reconnaissance par le gouvernement pour ses contributions, et même que, à part le bataillon acadien, je crois que la contribution de
2 Acadiens dans ce bataillon anglophone-là, 3 Acadiens dans ce bataillon anglophone-là, restait inaperçu. Ces anciens combattants sont revenus. J'ai trouvé que une grande proportion a quitté la région complètement après, pour les États-Unis, jusqu'à la Californie, le Texas dans certains cas. J'ai trouvé un en garnison avec les forces américaines au Panama, 1921. D'autres pour l'Ouest canadien. Donc ces personnes n'ont même pas resté sur place pour raconter leurs histoires. Et on ajoute, il faut ajouter, bien sûr, le contexte pour tous les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, en fonction de leurs expériences, puis aussi la génération, la masculinité, tout ça. Ils n'ont pas raconté leurs histoires, leurs souffrances, leurs misères pendant la guerre. Donc, puis ensuite, les anciens combattants acadiens ne se sont pas organisés dans des organismes pour les anciens combattants sur le plan régional ou national. Et là, bien sûr, la langue, différents contextes qui expliquent ça. Alors, si vous êtes historien pendant les années 50, 60, 70, 80, mais c'est quoi l'intérêt d'étudier ça? C'est des choix. C'est quoi leur passion à ce moment? C'est pas la contribution de quelques soldats acadiens dans le forêt en France qui... c'est ça. Et moi, j'étais étonné de voir jusqu'à quel point les sous-greffiers acadiens ignoraient ces contributions-là, mais je comprends mieux maintenant d'où vient ça. Et je peux vous dire que lorsque je visite les communautés, l'histoire est présente là. Ils parlent de leurs grands-parents, leurs grands-oncles, tout ça. Ce qui est étonnant, la popularité du sujet, dans l'histoire populaire, et le fait que dans l'enseignement universitaire, étant donné, comme tu le dis, il y a une migration de la mémoire, il y a l'absence de reconnaissance ou encore l'intérêt des professeurs, des agendas. Mais heureusement, dans la discipline d'histoire, avec Public History, Digital Humanities, tout ça, il y a une tentative maintenant de rejoindre ce groupe-là. C'est pas parfait, ça pose d'autres défis, bien sûr, méthodologiques notamment. Mais je crois qu'on vit dans une période incroyable pour tout le potentiel de ce genre d'études et d'activités conjointement avec d'autres partenaires. Il faut aller chercher les ressources parfois, mais c'est possible. Le fait que Dieppe a changé son nom à Dieppe, est-ce que ça donnait, tu avais dit que c'était 3 différentes expériences chez Dieppe puis Rogersville. Le fait que Dieppe a pris leur nom de Deuxième Guerre, puis ils font la parade spéciale en mois d'août, y a-t-il eu un plus grand sentiment de la Deuxième Guerre pour qu'ils la prennent? Je sais pas, parce que moi, c'est uniquement la Première Guerre. J'ai étudié, mais peut-être tu crois. Je pense que quand on aborde le sujet avec les jeunes en salle de classe, ils sont toujours étonnés d'apprendre que Dieppe est nommé d'après. La plupart, ils ne savent même pas. Tu sais, on arrive là. Ah, ouais, OK. Et puis là, ben, je pense que oui, ça renforce le sentiment d'intérêt, d'appartenance quand on parle du débarquement de Dieppe. Et tout d'un coup, ça devient comme un peu comme notre débarquement, juste à nous autres. Là. Parce qu'on parle de Dieppe, puis c'est les Canadiens, puis on a un monument ici à Dieppe, un petit monument de guerre, puis comme... Tout d'un coup, les jeunes, je pense qu'ils s'intéressent davantage. C'est intéressant comme réflexion, ouais. Parce que pour Dieppe, les jumelages étaient très importants. Ouais, ouais. Puis l'autre affaire, j'avais surveillé une émission de Ancestors in the Attic, puis c'était une émission que les jeunes de cette communauté en Ontario, je pense, ils ont demandé chaque étudiant de faire une biographie sur les noms qu'ils ont trouvés. Puis parce qu'un ne pouvait pas, à la fin, il a été en Italie, puis il a appris là-bas ce qui se passait. Pour lui, ça est devenu un point de repère très important. Je pense, juste un petit point par rapport à ça, je pense que les échanges historiques et les différents partenariats qui sont tentés de se former sur le plan national aussi pour réintéresser les jeunes à l'histoire ou les intéresser davantage à l'histoire sont vraiment valables. Je pense on devrait en profiter davantage dans les écoles, d'aller chercher des jeunes et de les envoyer voir les échanges soit à Ottawa ou en Europe si possible pour qu'ils puissent vivre cette histoire-là.
Je pense que ça manque aussi à beaucoup de jeunes. Il y a une sorte de déconnexion aussi qui se fait entre les événements, les sites historiques et les jeunes. Ça fait que je pense qu'on pourrait faire davantage aussi à intéresser les jeunes de ce côté-là. On parle d'échanges culturels et historiques. Pour revenir à la question de Philippe sur l'esprit critique, j'ai également l'impression qu'avec le web, c'est si facile d'avoir accès aux infos de base, de référence, qu'en effet, ça empêche l'engagement, le questionnement, l'interrogation des gens. Et je vois ça dans mes salles de classe, donc j'imagine que pour vous autres, ça doit être plaisant. Mais ouais, je vois ça, mais la réponse c'est X. Donc, je pense que ça joue également, et peut-être ça s'explique pourquoi le lien local ou familial, c'est le point d'entrée, parce que là, ils voient facilement qu'il y a plus à savoir avec ça, mais je sais pas. C'est une impression globale. C'est vrai que c'est toujours un défi de ralentir le temps avec les jeunes. Je veux dire, OK, on prend le temps, on va se pencher sur une série de données. Là, je ne sais pas, il y a 200 noms par exemple. On va les fouiller, puis on va aller chercher des informations pour ensuite les analyser et arriver à des certaines données, certaines analyses. Les jeunes n'ont pas le réflexe, même les enseignants n'ont pas le réflexe de s'arrêter. De dire, OK, au lieu de courir sur Wikipédia, là, puis prendre 3 secondes, c'est ça, oui, ça doit l'être, puis bon. On dit, OK, on va arrêter, puis on va prendre une semaine, puis même une semaine, c'est pas long, là, pour examiner des données, puis on va arriver à analyser ça d'une manière ou d'une autre. Les jeunes, ils n'ont pas ce réflexe-là. C'est quelque chose qui se travaille, je pense. Puis on devrait le faire plus souvent. D'où viennent les connaissances, finalement, questions fondamentales. Syrie connaît que le premier ministre de la Grande-Bretagne, en quelle année, était Benjamin Disraeli, mais est-ce qu'elle connaît d'où viennent ces connaissances-là? Intéressant. C'est comme nous, à un moment donné, j'avais été à une fête du patrimoine, puis j'arrive là, puis un des kiosques, c'était une télévision avec 2 jeunes filles, puis elles étaient venues filmer l'expo permanente. Fait qu'elles faisaient l'expo permanente du musée, l'histoire de l'Acadie. Aïe, aïe. Elle m'a pas parlé, elle m'a pas appelé. C'était vraiment ça, puis c'était amusant, mais dans le fond, ils avaient la ressource. Mais il avait pris complètement une autre forme que nous. Moi, j'aurais même pas pensé à ce moment-là. Aujourd'hui, on y penserait, mais 5-6 ans passés, on y pensait pas. Question de copyright. Ouais. Oui. On vous remercie, les conférenciers, aussi les spectateurs. Et puis, on vous invite à vous joindre à nous pour la réception, pour les rafraîchissements et aussi pour rencontrer les conférenciers. Merci à toutes et à tous. Thank you very much. Please.